L'épisode que vous écoutez est une présentation de Instat Hockey. Sans l'apport d'Instat Hockey, il nous aurait été impossible de visionner autant d'espoir du Canadien de Montréal pour vous fournir un bulletin complet des performances de 13 espoirs du Canadien de Montréal. Si vous souhaitez vous joindre à la conversation avec les chroniqueurs du TSLH Podcast, cliquez sur le lien dans la description de l'épisode et vous serez automatiquement dirigé vers l'application Discord. Vous pourrez poser vos questions aux chroniqueurs, vous pourrez lancer des discussions. Venez nous rejoindre dans le salon Discord sous le lien dans la description. Jeudi 28 janvier 2021, bienvenue dans cet épisode hors série du TSLH Podcast. L'alignement partant de ce soir, moi-même, Matt Parra et Pascal. Dans cet épisode qu'on a surnommé hors série, on vous offre un bulletin complet des espoirs du CH qu'on a eu la chance d'observer depuis le début de la saison. On parle ici de 13 espoirs, pas 4 ou 5. On parle de 13 espoirs qu'on a scrutés pour vous. Et dans cet épisode, on va vous partager nos observations suite à nos visionnements depuis le début de l'année. Pascal, notre première cible ce soir, ça sera pas de cachette. On commence avec du lourd. On commence avec M. Cole Caulfield. Du lourd. Du lourd, ouais. Du lourd au 120 sens... livres mouillés. Du lourd au sens figuré, effectivement. Ouais. Mais lourd au sens où c'est possiblement le meilleur espoir présentement du Canadien de Montréal dans son pipeline qui n'évolue pas au sein du club, au sein du Rocket non plus. Caulfield produit des Badgers de l'Université de Wisconsin. Il en est à sa deuxième année NCAA cette année. En 16 matchs, on parle de 10 buts, 11 passes pour 21 points. Au championnat mondial junior, c'est un 5 points en 7 rencontres, une performance un peu décevante, on pourrait y revenir. Décevante au niveau de nos attentes, la nuance est importante. Mais commençons tout de suite par le début de saison en NCAA de Cole Caulfield. Qu'est-ce qui t'est sauté aux yeux, Pascal, concernant le premier choix du Canadien en 2019? Un peu comme tout le monde, ce qu'on a remarqué, c'est qu'il n'était pas utilisé comme l'année passée. Son entraîneur, l'année passée, tout ce qu'il voulait, c'est qu'il score des buts. Mais cette année, complètement différent, joue à la pointe de power play ou bien proche de la bande pour aider à créer des jeux d'enfant pour ses coéquipiers. Joue quasiment plus à gauche du gardien de but lorsqu'on se retrouve en face du gardien de but, là, à la gauche pour le tir sur réception top net, parce que veut pas, ça serait trop facile de gagner des matchs en faisant jouer là. Donc, il préférait jouer à la ligne bleue. Et ensuite, Caulfield, depuis le début de la saison, joue partout. Joue peut-être pas sur le piqué vraiment, là, mais joue dans toutes les situations, un peu plus impliqué dans le jeu, pas nécessairement meilleur au niveau de la compréhension défensive du jeu. Meilleur que l'année passée, ça serait difficile de faire pire, là, mais beaucoup plus impliqué. Ça y tente pas mal plus, sauf dans les 2 matchs qu'il y a eu à RDS un peu plus tôt cette année avant le championnat du monde junior. Ça n'a pas super bien été. Mais sinon, globalement, moi, c'est ce qui me saute au visage, c'est que il arrête jamais. C'est tout le temps lui qui a la puck. Il fait pas juste scorer, mais il fait beaucoup de jeux aussi pour ses coéquipiers. Même si ses coéquipiers sont pas élites comme lui, ça produit de l'offensive un peu. Il joue surtout avec Weisbach puis son frère Brock, mais il a joué aussi avec Pelton Bice. Dans le fond, c'est tous les joueurs que je viens de nommer là, c'est eux qui font le premier puis le deuxième trio. Là. Donc, souvent, il fait des double shifts aussi. Fait que, il joue partout. Il veut son Granato, son entraîneur-chef, il veut le développer à fond. Puis, c'est très bon augure là, pour le reste des choses.
Tu l'as dit, Pascal, on a dénoté beaucoup d'améliorations dans le jeu global de Cole Caulfield. On sait que le gars, il est capable de marquer des buts. On l'a vu l'année passée. Oui. C'est pas une régression cette année, là, qu'il soit à 10 buts présentement, là. Il maintient le même rythme que l'année passée. C'est juste que dans la façon qu'on l'observe jouer, son temps de réaction est beaucoup plus rapide cette année. Il y a Oui. la rondelle sur la palette, puis on dirait déjà que sa décision est prise. Sa ligne de patin, sa ligne pour percer les défensives adverses semble déjà établie du moment qu'il reçoit sa passe. Ses options de passe sont souvent choisies avant même que la rondelle arrive. C'est très fréquent qu'on voit Caulfield cette année faire des give and go au lieu de conserver la rondelle et chercher la meilleure option de tir possible. C'est ce qu'on voyait plus l'année passée. Caulfield essayait souvent de se mettre en position privilégiée pour prendre un tir. Cette année, c'est un petit peu moins flagrant, mais il n'a pas perdu cette habileté-là, de ce que je trouve. Il va mieux repérer ses joueurs. Puis, je regardais justement au niveau de Instat Hockey, on a accès à plusieurs stats avancées. Moi qui n'ai pas un fan de stats avancées, mais je trouve la statistique intéressante. Tu sais, Brock Caulfield, Cole Caulfield, puis Linus Weisbach, tu l'as dit, c'est pas mal le trio le plus utilisé avec les Badgers. On parle de 328 chiffres ensemble depuis le début de l'année, c'est énorme. La deuxième combinaison la plus utilisée, c'est Caulfield, Weisbach et Peyton Bice, qui est à 181. Fait que tu sais, Caulfield et Weisbach sont souvent ensemble. On parle d'un Corsi de 75 et 76. Corsi, C'est pas c'est mauvais. au niveau de... Fait que, tu sais, c'est une statistique qui est très intéressante au niveau de Caulfield. Beaucoup plus de récupération de rondelles en zone défensive aussi. C'est quelque chose que j'ai remarqué de Caulfield. Par contre, ce qui reste encore un peu à travailler, c'est peut-être sa hangue le long des bandes. Il est en mesure de récupérer des rondelles dans l'enclave ou à la pointe, mais le long des bandes, c'est encore un petit peu difficile. Puis tu sais, Caulfield, on peut pas y en vouloir non plus. Là, rendu là, c'est ça. Il y a un petit gabarit. Puis forcément, dans la Ligue nationale, Caulfield va falloir qu'il soit assisté de quelqu'un qui va y aller dans les coins. Fait que, tu sais, est-ce qu'on doit s'inquiéter de ce point-là? Je crois pas. Mais ça reste quand même une petite faiblesse à son niveau. Là. Puis il va falloir qu'il apprenne à utiliser son bâton plus intelligemment pour compenser le fait qu'il est petit, puis que souvent, mais il se retrouve en fait, son couvreur se retrouve entre lui et la rondelle. Donc, il va falloir qu'il trouve un moyen de passer sous la couverture pour aller chercher la rondelle, pour la récupérer. En ce moment, il abandonne trop vite. Comme tu dis, là, c'est sa hargne au niveau des bandes, puis en défensive, là, c'est surtout ça qu'il faut qu'il améliore. Puis en améliorant son positionnement aussi, puis son anticipation en défensive, ben il va se mettre un pied en avant de son joueur pour aller récupérer cette rondelle-là. C'est pas mal ça en général que le monde qu'on observe, puis que le monde en général qui regarde Caulfield jouer observe également. Mais ce qu'on voit en ce moment chez Caulfield, c'est qu'il apprend à jouer pro. Il apprend à jouer pro Caulfield. Puis c'est ça qu'on voulait, parce que l'année passée, il jouait pas nécessairement comme un joueur pro. Il jouait encore comme un junior, qui tout ce qu'il veut, c'est scorer des buts. Mais c'est pas ça le hockey professionnel. C'est vraiment pas ça. C'est mieux de changer son jeu là que de changer son jeu rendu avec Joël Bouchard qui va le ramasser s'il jouait comme l'année passée. Il va en scorer des buts, là. Il est capable de marquer des buts. Il va le faire, là. Mais il faut quand même qu'il soit capable d'en créer aussi pour ses coéquipiers. Puis c'est vraiment ça qu'il fait en ce moment. Puis on peut juste être content. Parce qu'on l'a souvent dit dans le passé, Caulfield marquait ses buts en avantage numérique au point de mise en jeu. Une stratégie qui est efficace en NCAA, mais contre du jeu plus serré, c'est plus difficile. Puis quand on arrive dans la Ligue américaine, dans la Ligue nationale, ben c'est du jeu serré. Puis tu sais, des gars comme Ovechkin ont fait des carrières en marquant des buts de cet endroit, mais Caulfield n'est clairement pas Ovechkin. T'sais, il fera pas sa carrière avec ça. Donc, il doit absolument développer d'autres habiletés. Puis cette année, on est content, il le fait.
Là, ça va être de transposer ça à la Ligue américaine parce que moi, personnellement, je vois pas Caulfield se joindre aux Canadiens, tu sais, cette année, exemple. Tu sais, dans l'optique que le Canadien n'aspirerait pas à la Coupe parce qu'on se cachera pas, là, c'est le cas, là. Voir Caulfield à la fin de l'année avec Montréal, à la limite dans le taxi squad pour apprivoiser un peu l'environnement d'être pro, je serais pas contre. Mais tu sais, qu'on le laisse dans la NCAA, qu'on l'amène dans la Ligue américaine l'année prochaine, parce qu'on l'a vu au championnat mondial junior, puis on en a parlé beaucoup, fait que je vais juste frôler le sujet, mais au championnat mondial junior, il a bien joué, mais il n'a pas été excellent. Il n'a pas été à la hauteur d'un Trevor Zegras. Il n'a pas été le moteur. Alors qu'il aurait peut-être dû l'être aussi, là, le moteur. Là. Fait que, tu sais, là, on connaît la chanson, là, c'est le coach qui l'a mal utilisé puis tout, mais tu sais, l'équipe a gagné l'or. Moi, j'achète pas ça. Il doit pas être si pire. Mais tu sais, on en a beaucoup parlé. Mais c'est ça. On est satisfait de Caulfield présentement. Moi, à mon niveau, c'est pas le plus bel espoir que j'ai vu cette année. Tu sais, mettons, si je faisais un ranking des espoirs du CH qu'on a regardé cette année, je le mets pas numéro 1. Je le mets peut-être numéro 2, numéro 3. Mais le numéro 1, on va en parler tantôt. Parfait. Deuxième espoir qu'on voulait vous parler dans ce podcast, 2 sur 13, on va parler d'un joueur qui, je dirais pas qu'il me plaît pas, parce que ce serait un petit peu péjoratif de dire ça, parce que ça reste un choix plutôt bas du Canadien. Là. Ouais. On va parler d'Alexander Gordon. Alexander Gordon qui évolue présentement en MHL. Lorsqu'il a été repêché au 6e tour par le Canadien au dernier repêchage, sur le site, on a décidé de faire des profils des espoirs qui avaient été repêchés. Puis Gordon, ça a été ma tâche à faire. Donc, ça a été un des premiers espoirs de ce repêchage que je suis allé voir. Et puis, disons que Gordon est le meilleur exemple que les statistiques ne révèlent absolument pas ce qu'un joueur représente. J'y vais avec ces statistiques-là. On parle de 35 points, dont 20 buts, en 36 rencontres. Ce qui est une ligne de statistiques très intéressante, on va se le dire. Si on compare l'année passée, par exemple, il manque de progression. Ouais, au niveau statistique. Oui, parce que l'année passée, c'était 68 points, dont 39 buts en 59 matchs. Donc, au niveau progression, on stagne un petit peu. Puis moi, ce qui me dérange avec Gordon, c'est que il est présentement dans une situation que je pourrais illustrer comme un joueur de 20 ans dans la LHJMQ qui est bon. Mais juste bon. Tu sais, genre de joueur de 20 ans à LHJMQ qui est pas repêché puis qui finalement, il se décroche un contrat d'essai dans un camp à un moment donné. Mais Gordon, c'est un peu ça à la même échelle. Tu sais, il est encore en MHL. Tu sais, normalement, à son âge, il devrait commencer à graduer les échelons. Là. On parle de la VHL et éventuellement de la KHL, qui est le club école de la KHL. Il a marqué 2 buts en 9 matchs, puis en KHL, il a joué 1 match seulement. Normalement, rendu à cette étape-ci, on aimerait qu'il quitte la MHL. Puis... Ouais, c'est le problème. Probablement que lui aussi. Là. Probablement qu'il veut quitter parce que là, il stagne. Là. Ben, la façon qu'il joue, c'est un peu comme un joueur qui est tanné de jouer là. C'est ça. Tu sais, côté effort, c'est un petit peu absent. Gordon, là, c'est un joueur qui va fuir les batailles le long de la rampe. Puis tu sais, on parlait que Caulfield, il abandonnait parfois. Gordon, il abandonne pas. Il va juste pas. Ouais. Puis, tu sais, c'est un gars... C'est Gordon, là, on n'a pas parlé du gabarit de Caulfield parce que tout le monde le connaît, là, mais Gordon, c'est un 6 pieds 1, 194 livres. C'est un gars que tu veux voir aller dans le coin. C'est un ailier droit. Puis, dans le coin droit, il va pas. Là. Il va pas. Il a un très, très bon tir. Non, il a un très bon tir, Gordon. Ah oui. C'est le genre de joueur qu'en avantage numérique, il va se parquer sur le cercle de mise en jeu droite. Puis quand je dis parquer, c'est les 2 vis d'un bottine, puis il bouge plus de là. Tu sais, il se démarquera pas pour avoir la rondelle. S'il l'a sa palette, il va prendre un méchant bon tir. Mais c'est pas lui qui va changer de position, disons, pour se donner une meilleure angle de tir. Il a la rondelle, il va attirer. Gordon, je dirais, j'ajouterais là que c'est un joueur qui est typique
russe. Puis c'est pas péjoratif la manière que je le dis, c'est qu'en cas échelle, souvent les observateurs, j'ai en tête Craig Button puis Corey Pronman aussi, ont beaucoup ce discours-là, mais en cas échelle, c'est le genre de ligue que ça se prend un petit peu relax. Puis les joueurs intenses sont souvent pointés du doigt en disant « Hey, wow, là, tu sais, nous autres, on a 25, 30 ans, puis on n'aspire pas à la Ligue nationale, fait que calme-toi le jeune. » Mais Gordon, il joue comme ça, mais il a 19 ans. Fait que c'est ça qui m'inquiète un peu. Reste que c'est un choix de 6e tour. Là. Fait que, tu sais, faut pas capoter non plus. Ouais, ça, c'est un choix de 6e tour qui a une capacité près d'être élite, c'est-à-dire marquer des buts. Mais c'est pas mal la seule affaire qu'il est capable de faire cette saison. L'année passée, c'est moi qui ai monté son profil au repêchage. Toi, t'as fait les premiers rapports de match. Oui, c'est ça, oui, c'est vrai. C'est vrai, t'as raison. Quand j'ai construit son profil, j'ai fait les vidéos, ce que je voyais de lui, de l'année passée, c'est qu'il était plus combatif pas mal que cette année. Et mais il manquait de polyvalence à son jeu offensif. Là. Il faisait pas beaucoup de passes. C'est pas un gars qui va construire des jeux pour ses coéquipiers. Là. Lui, il va tirer, il va se tasser un petit peu, il va tirer, puis il va tirer. C'est juste ça qu'il va faire. C'est vraiment juste ça qu'il va faire. Au niveau de la défensive, écoute, je pense qu'il n'y a pas de fun vraiment à aller là, mais au moins, la plupart du temps qu'il est sur la glace, la rondelle se retrouve en offensive. Fait que, au moins, il y a ça, là. Mais c'est pas pour rien qu'il a été repêché en 6e ronde à sa 2e année d'éligibilité. Là. Il y a des problèmes. Même là, je me demande pourquoi il a été repêché sérieusement. Il y a dû un gars qui a dû le taper dans l'œil. Là. Je sais pas, il doit connaître son père. Je sais vraiment pas. Là. Parce qu'il y avait quand même beaucoup de joueurs qui étaient encore plus intéressants à mes yeux. Là. Mais écoute, on va lui donner une chance. Là, mais en ce moment, il y a vraiment pas une progression intéressante dans son jeu entre les 2 saisons. Puis clairement, il se voit plus là, il se voit plus haut que ça, puis ça le fait probablement suer d'être encore en MHL. Quand il a joué en VHL, c'est vraiment quand il a augmenté dans VHL, puis après ça dans KHL, puis qu'il est retourné en MHL, que là, on a vu une bonne drop dans son jeu. Fait que il y a peut-être un petit problème de maturité, d'attitude à ce niveau-là. Tu sais, je le connais pas personnellement, je suis pas un scout qui va aller l'interviewer puis tout, là, il faudrait montrer peut-être à Patrick Bexel, le scout européen là, sur Twitter, qui connaît probablement un peu plus que nous autres. Mais il va falloir qu'il trouve un moyen de plus sortir de ça parce qu'il sera jamais signé par le Canadien. Puis tu sais, un choix de 6e ronde qui est pas signé, c'est pas la fin du monde. Tu sais. Souvent, à cette ronde-là, on va repêcher des joueurs qu'on pense que peut-être ça va devenir des projets, puis il n'y a rien de garanti. Je sais que c'est facile de dire « Ouais, mais rendu là, on aurait pu repêcher un joueur de la GMQ. » Peut-être, ouais. Mais s'il a tombé dans l'œil d'un recruteur. Le Canadien est booké au niveau de sa banque d'espoir. S'il repêche un gars de la GMQ, il faut qu'il signe dans 2 ans, sinon il perd. Ouais, lui, c'est 3 ans. Fait que t'as 3 ans pour évaluer vraiment son développement, puis pour retarder le moment que tu peux le signer ou non. Fait que c'est complètement louable par le Canadien. J'y comprends absolument d'avoir repêché aux États-Unis et en Europe cette année, ce que j'avais dit avant le repêchage, puis qui est arrivé finalement, sauf pour Goulet. Ouais, exact. 3e espoir, Pascal, je vais te laisser débuter parce que je sais que c'est un espoir que tu apprécies énormément. Je vais te laisser y aller avec Jan Mysak. Mysak, un de mes joueurs préférés du dernier repêchage. J'étais tellement content de le voir repêché par le Canadien. Bref, c'est un gars qui a joué quasiment toute sa saison en Europe puis qui est allé au championnat du monde junior. Dans les 2 cas, il n'y a pas eu une production offensive incroyable, là, mais c'est un joueur qui est complet, très, très, très complet au niveau de son jeu défensif sans la rondelle, échec avant. Il est en train de développer aussi son jeu physique. Quand je l'ai regardé dans la ligue, c'est tchèque, c'est la ligne tchèque qui joue. Je pense que je m'en souviens plus. Quand il jouait là, dans l'Extraliga, il était utilisé en piqué, il était utilisé en avantage numérique. C'est rare qu'il fait des erreurs, ce joueur-là, puis c'est une très bonne augure pour son futur. Puis si on regarde l'année passée, quand il était dans OHL, il dominait la compétition au niveau offensif. Pas nécessairement le gars qui était le plus hargneux sur la glace, parce que je crois qu'il... Pas qu'il se croyait meilleur que la compétition, mais je pense qu'il y avait un petit relâchement de sa part. Tout ce qu'il voulait, c'était
ressortir pour se faire repêcher. Fait que d'après moi, il voulait scorer, puis faire de l'offensive, puis créer des affaires de même. Fait que, tu sais, l'année passée, on voyait un petit problème au niveau de son patin. Cette année, c'est pas réglé, mais c'est vraiment mieux. Fait que, tu sais, il y a une très belle progression, même si ses statistiques suivent pas cette courbe-là. Là. Mais très content de l'avoir eu en deuxième ronde. Michak, je le connaissais pas avant le repêchage. Ben, jusqu'à temps que tu nous le présentes dans le top 31 du podcast, en fait. Que t'avais mis 18e, une affaire de même. Tu l'avais mis haut 11e. quand même. J'avais 11e. mis 11e. Ouais, tu l'avais quand même mis haut dans ton ranking. Ouais. C'était en juillet, je pense. Ouais, exact. Puis, je l'ai regardé plus pendant la Karjala Cup, puis ça a été un très bon tournoi pour Jan Mysak. Il était un des bons joueurs là, de l'équipe tchèque. Malheureusement, on n'a pas vu ses performances se transposer dans le championnat mondial junior. Tu sais, moi, de mon côté, je l'ai pas regardé en Extraliga, fait que je vais passer là, son évaluation. Là. Je veux pas donner une évaluation sur ce que j'ai pas vu. Là. Mais je sais qu'à la Karjala Cup, sincèrement, il m'a beaucoup impressionné par son implication sur le jeu, mais partout, sur 200 pieds. C'est un joueur qui va compléter ses mises en échec, qui va appliquer de l'échec avant. Puis, on l'a vu aussi en OHL, il est capable de produire de l'offensive. Donc, ses habiletés, comme tu le mentionnais, sont assez généralisées. Là, présentement, il est au camp du Rocket. Ça va être intéressant à suivre parce que ça va être une très belle expérience pour Mysak. Puis, tu sais, là, on l'a vu, ben tu l'as vu en Extraliga contre des hommes. Ouais. À la Karjala Cup, il jouait contre des hommes. Au championnat mondial junior, il jouait contre des jeunes de son âge, mais plus talentueux. Puis, tu sais, il a pas mal paru. Il a pas fourni d'offensive, mais tu sais, il restait dans les meilleurs joueurs quand même de la République tchèque. Son rôle n'était pas nécessairement... Oui, il avait quand même un rôle offensif, mais pas... C'était Tipley qui était le point tournant de l'offensive, le gars qui était supposé produire puis qui a produit. Lui, c'était plus le all-around. C'est vraiment son rôle, c'était vraiment de s'occuper, de contrer l'adversaire, de jouer les grosses minutes, puis il a quand même réussi. Là. Exact. Donc, Mysak, ça va être très, comme je disais, ça va être très intéressant à suivre avec le Rocket. Un gars de 6 pieds, 176 livres, c'est un gars qui joue à l'aile gauche, si je ne me trompe centre. pas. Il est capable il joue partout. Il est capable de jouer à droite, à gauche, au centre. Dans l'Extraliga, il a joué partout. L'année passée, il jouait plus au centre. Dans OHL, il jouait plus à gauche. Puis cette année, il a joué à droite, à gauche, puis au centre. Donc, il n'y a pas vraiment de problème. Là. Il est vraiment complet. Puis je pense que dans la ligne américaine, c'est une très bonne ligue pour lui, qui est plus défensive, plus robuste, plus serré. Mais je pense que son style fit vraiment beaucoup avec lui. Puis en plus, il va jouer avec des meilleurs joueurs que dans l'Extra-Liga. Fait que selon moi, ça pourrait très bien sortir si jamais il finit par jouer. Est-ce qu'il va produire? Ça, je sais pas, mais je pense qu'il va sortir positivement aux yeux de Bouchard parce qu'il y a une très bonne équipe de travail. C'est un coach dream qu'on appelle. Là. Tous les entraîneurs l'aiment, ce joueur-là. Tous ses coéquipiers aussi. Fait que j'ai pas de problème à penser qu'il pourrait être à Laval pour rester, sérieusement. On va espérer, tu sais, petite parenthèse, on va espérer justement que la saison du Rocket commence parce que ça a sorti aujourd'hui, là. Le Rocket commencera pas leur saison le 5 février, finalement, comme le reste de la ligue. Puis la saison est un petit peu en danger, si on veut, à cause de l'entente avec les joueurs, tout ça. Donc là, on sait que la WHL va recommencer. Donc Caden Goulet, ça se peut qu'il reste pas avec Laval, quoique son équipe est pas supposée commencer au début. Donc là, on verra. Mais pour Mysak, on espère que le Rocket va commencer sa saison pour le voir. La fameuse expression, Pascal, le petit couteau suisse, Mysak, ça pourrait-tu y être appliqué, cette expression-là, tu penses? Je pense que oui, le petit couteau tchèque, je pense qu'on pourrait y appliquer à lui. Puis ce que je trouve plate, c'est que beaucoup de monde sur Twitter qui se fie quasiment juste au championnat du monde le compare beaucoup à Lekonen. C'est un joueur du troisième trio qui va être qui va juste servir au piqué puis à scorer un but de temps en temps qui est capable de chance. Mais il va plus loin que ça. Faut l'avoir vu dans la OHL pour se rendre compte que c'est un joueur talentueux en attaque. Fait que fiez-vous pas juste au championnat du monde junior. C'était pas son rôle de scorer des buts. C'était un autre rôle que ça. Fait que attendez puis voyez. Attendez puis regardez plus tard. Là. Vous allez voir que c'est un bon joueur. Mais tu sais, on va conclure là-dessus pour le cas Mysak, là, mais
Ouais. s'il devient un Lekonen, c'est un choix de deuxième tour, là, Michak, là. Il y a Ben oui, rien c'est de ça. mal. Il y a Non, absolument non. rien de mal à ce qu'il devienne un Lekonen. Je vois pas le problème, tu sais. C'est plate qu'on le catégorise parce que, tu sais, quand les gens le comparent à Lekonen, c'est de façon négative. Mais Ouais. il y a absolument rien de négatif à être comparé à un Lekonen, tu sais. Il y a tellement, le pourcentage de joueurs repêchés qui accèdent à la Ligue nationale est tellement peu élevé que juste si Michak se rend dans la Ligue nationale, ça va être une victoire pour le recrutement du Canadien. C'est ça. C'est aussi simple que ça. On a tendance à dire ouais, les joueurs ils se rendent pas dans la Ligue nationale. Faudrait faire le calcul, là, mais même beaucoup de choix de premier tour ne se rendent même pas dans la Ligue nationale. Fait que si ton choix de deuxième tour se rend dans la Ligue nationale, c'est très bon. Là, c'est une victoire. Quand j'avais regardé, quand j'avais fait un article l'année passée, là, j'avais regardé un peu les taux de succès des ligues au travers du monde là, pour faire des joueurs LNH. Mettons, dans le repêchage, si un joueur joue un match, je le comptais comme un succès, puis c'est environ 40 à 45% mondialement. Et fait pour un match, là. Mais plus que ça, c'était vraiment plus bas, là. Ça se comptait dans les 20%, là. Fait que, tu sais, c'est vrai que c'est une victoire s'il devient un Lekonen, parce qu'il faut que tu développes à l'interne tes joueurs de profondeur, faut pas juste que tu ailles chercher dans les échanges, puis sur le marché des joueurs autonomes. Exact. On va passer maintenant à Jacob Olofsson. Jacob Olofsson qui a commencé la saison en SHL, puis a subi une relégation là, en hockey Allsvenskan. Pascal, ton feeling sur cette relégation-là, est-ce qu'on peut le voir de façon négative ou justement c'est peut-être le petit pas en arrière qui va lui permettre de prendre 2 pas en avant, selon toi? Ben, un peu comme KK l'année passée quand il était retourné dans la Ligue américaine. C'est un peu la même chose qui est arrivé avec Olofsson. Avant qu'il se blesse au début 2020 ou fin 2019, je me rappelle plus, quand il s'est blessé puis que ça a mis un terme à sa saison, ça commençait à débloquer avec lui offensivement. Son jeu, son temps de jeu commençait à augmenter et tout. Puis quand il est revenu là à l'automne pour jouer, ben tout ça c'était perdu. Il jouait à l'aile ou qui est moins à l'aise sur le troisième trio, sur le quatrième trio, tout le temps moins de 12 minutes par match ou presque. Donc ça, c'était vraiment pas l'idéal pour lui. Puis j'ai aimé quelques flashs dans son jeu au niveau de l'utilisation de son corps. C'est un gros bonhomme. Là. Je sais pas c'est quoi tu le diras tantôt, comment il pèse, comment il mesure, là. Ouais. Mais c'était pas un gars qui l'utilisait beaucoup au niveau de la protection de rondelles puis dans les coins de patinoire. Mais en jouant à l'aile puis sur les très hauts profondeurs, il a changé son jeu. Il a tout enlevé au niveau du fabricant de jeu, son tir. Tout ce qu'il faisait, c'était plaquer, puis essayer de mettre la rondelle en fond de zone, puis aller la chercher, puis la protéger et tout. Il a complètement tout changé son jeu, puis ben, ça a fait en sorte qu'il était vraiment moins efficace. Puis en Allsvenskan, quand il a été une relégation là, ben on a vu pas mal plus le Olofsson qui a été repêché par le Canadien. T'sais, le monde ils disent un Delarose 2.0, mais il est complètement différent de Delarose, à part qu'il est un Suédois qui est bon partout sur la glace. C'est un gars qui a un très bon tir puis une bonne vision, mais pas comme un choix de première ronde. Là. Ça reste un choix tard de deuxième ronde qu'on ne sait pas encore s'il va donner de quoi. Là, dans Allsvenskan, ça arrive des fois que dans le match qui est le meilleur joueur, fait qu'il augmente sa constance. Okay? Il améliore sa constance à la glace de match en match. La production est quand même là, mais pas à 100%. Là. Il n'y a pas un point par match. Je pense que c'est 0.5 match ou 0.5% de production par match. 0.5%. La moitié des matchs avec un point, en tout cas, bref. Ça va quand même bien. Il joue généralement sur le deuxième trio avec Hartman puis Loden, ce qui est quand même bon. Il joue beaucoup en ce moment, puis on peut pas reprocher ça à Timra, son équipe dans l'Allsvenskan. J'adore le fait qu'il utilise plus son lancer en ce moment et qu'il utilise ce qu'il a appris dans SHL au niveau de son physique. Il joue gros, il se plaque pas partout, là. C'est vraiment pas la mentalité de l'Allsvenskan, c'est assez soft, là. Mais j'aime bien l'évolution de son jeu, mais ça reste qu'il a manqué beaucoup de temps de glace là, depuis qu'il a été repêché par le Canadien. Fait que
ça serait très étonnant qu'il arrive dans la NHL, là, sérieusement. Là. Mais peut-être que d'ici 2 ans, on pourrait le voir dans la Ligue américaine pour voir où il est rendu dans son développement. Puis si ça fonctionne pas, ben il sera pas signé, puis c'est tout. Jacob Olofsson, t'as vu juste, Pascal, sa production présentement en hockey Allsvenskan. Il est dur à dire, ce nom-là de ligue, hein? Allsvenskan. On va dire la deuxième division de la SHL. Tu sais, c'est pas une mauvaise ligue, là. Il y a quand même des bons espoirs qui s'y retrouvent, surtout présentement avec la nationale qui est arrêtée. Puis la majorité des bons joueurs pour le prochain repêchage se retrouvent en Allsvenskan. Il y en a qui vont en SHL, mais puis pendant la pause de la Ligue nationale, il y a plusieurs espoirs aussi de la Ligue nationale qui se sont retrouvés en Allsvenskan. Bref, c'est pas un mauvais calibre. Présentement, il y a 10 points en 20 matchs. Donc, tu avais vu juste avec ton 0.5 points par rencontre. Puis pour ses mensurations, on parle de 6 pieds 2, 196 livres. Ouais. Pour un joueur, justement, qui se démarque en protection de rondelle, comme tu le disais, ben c'est un gabarit très intéressant pour se faire. Puis, tu sais, en Allsvenskan, comme je disais, c'est assez soft là, comme ligue. Là. C'est pas une ligue, le 4e trio, il plaque plein de joueurs, puis qu'il y a des bagarres. Là. C'est vraiment pas ça. C'est quelque chose à quel point que c'est pas plate, là, mais j'aime vraiment mieux écouter la JMQ et la WHL ou la NCAA que la Svenskan dans mon scouting que je fais du repêchage. Là, c'est pas super plaisant à regarder, mais ça apprend aux joueurs à jouer du hockey plate. Il faut que tu sois capable de jouer du hockey plate. C'est ça, mais la AHL, c'est du hockey plate. C'est pas une mauvaise chose qu'il soit là. Moi, de mon côté, je l'ai pas regardé beaucoup là, cette année, Olofsson. Je me suis concentré sur d'autres, pas parce que j'ai lancé la serviette dans son cas, mais c'est un espoir qui me laisse un peu mi-chaud, mi-froid. Là. C'est pas, j'haïs pas la comparaison avec Delarose. Je pense c'est tôt pour le dire. Mais Delarose joue dans la Ligue nationale. Donc, ben, c'est ça, c'est pas une mauvaise chose. Là. C'est ça, c'est pas une mauvaise chose. Encore là, c'est une comparaison qu'on utilise de façon négative, mais tu sais, Delarose a fait du bon boulot à Montréal, a fait du bon boulot à Détroit, et fait du bon boulot à Saint-Louis aussi, tu sais. Mais il fait le boulot qu'on lui demande de faire. Ce qui est plate, c'est qu'il a été vendu comme un très bon joueur. Puis quand il était à Montréal, on s'est rendu compte que c'est un joueur de 4e trio, limite NHL. Puis ça a déplu au monde, fait que c'est rendu un joueur pas bon. Puis ça, va falloir que ça change. Parce que je pense qu'après ces repêchages-là, Timmins a arrêté d'encenser les joueurs d'en face du monde, sauf quand il était sûr et certain qu'il allait donner, comme mettons Romanov, là, qu'il allait donner un joueur NHL. Fait que là, ça risque d'être mieux au niveau des attentes du monde, là, parce que là, Delarose, il était vu comme vous allez l'aimer celui-là. Tu me rappelles, il avait dit tout de suite après le repêchage, vous avez aimé ce gars-là, c'est un joueur physique, capable de faire des jeux, de scorer des buts, vous allez l'aimer. Mais en fin de compte, c'est un joueur de 4e trio, Timmins, calme-toi, là. Non, c'est ça. Ok. Très hâte de le voir avec Laval. J'imagine qu'il va se retrouver à Laval, mais pour l'instant, les attentes envers ce joueur-là sont juste correctes. Il peut continuer à se développer, puis on verra pour la suite des choses. Beaucoup de monde disent que c'est un flop. Il n'y a aucune attente envers lui. S'il fait quelque chose, ben on va être étonné. C'est bien. Ça reste un joueur de 20 ans choisi en 2e ronde. C'est un peu injuste de traiter de flop, mais bon. Ben, c'est ça que beaucoup disent. Là. Ouais, c'est sûr. On va sauter maintenant, toujours sous la thématique suédoise. On va y aller avec Lucas Vejdemo, un joueur qui a été prêté en Europe le temps de la pause parce qu'il pouvait pas jouer avec le Rocket de Laval, évidemment. La saison a été annulée. Vejdemo, c'est-tu un joueur que tu as regardé beaucoup, Pascal? Moi, j'ai regardé un match seulement. Là. J'ai pas... puis à Laval, on sait ce qu'il a donné, Vejdemo. On l'a vu aussi dans le grand club. As-tu remarqué des choses depuis ses derniers matchs avec le Rocket? Ben, il joue dans la Svenskan.
sérieusement, tu sais, j'étais content qu'il joue là parce que dans SHL, c'est plus physique. Je voulais pas qu'il se blesse. Je voulais qu'il soit prêt pour la AHL parce que c'est là qu'il faut qu'il joue en ce moment. C'est pas dans NHL, c'est pas en Europe, c'est vraiment avec Joël Bouchard qu'il faut qu'il joue. En cause du développement et tout. Dans la Svenskan, ça a quand même bien été. Il a pas produit au fond, mais il se concentrait beaucoup sur son jeu. Ben, il jouait nord-américain dans une ligue typiquement européenne. Fait que c'était pas un fit parfait, là, mais ça reste que il jouait quand même bien. Vejdemov, c'est même affaire que Delarose puis Olofsson. Ça sera pas un joueur top 9. Ça va être un joueur de 4e ligue ou remplaçant limite. Faut pas s'attendre à un joueur du top 9 ou un Jake Evans qui pourrait augmenter. Jake Evans est meilleur que Vejdemov, a un meilleur potentiel offensif. Mais Vejdemov, faut qu'il joue au centre, c'est à 4e pour être optimal, mettons, là. En ce moment, peut-être qu'il va avoir un développement incroyable, mais je pense pas. Là. Je pense qu'il a été repêché à 19 ans par le Canadien avant. Bref, puis que je m'attends pas à des grandes choses, mais je pense que c'est un joueur NHL, sérieusement. Là. Quand je parle de développer ses joueurs de profondeur, mais lui, ça en est un bon exemple. Il coûte pas, surtout avec le flat cap, là, le cap salarial qui bougera pas pendant une couple d'années. Ce genre de joueur-là, ça vaut pas cher au niveau des trades et du marché des échanges, mais ça vaut cher à l'interne parce que c'est un remplaçant pas cher qui prend pas de place à masse salariale. Fait que, tu sais, c'est très bon de l'avoir dans l'organisation du Canadien, ce gars-là. Puis je vois pas pourquoi il laissera aller dans les prochaines années. Il mérite sa place à Laval puis éventuellement à Montréal pour un rappel si ça va bien. Comme ça allait l'année passée, ça allait super bien. Bouchard, il l'adore. C'est le genre de joueur que Julien va aimer aussi pour ses 3-4e trios. C'est pas le gars le plus physique, mais ça va venir, il a un bon physique. Ouais, on parle de 6 pieds 2, 194 livres, un peu le même genre de gabarit qu'Olofsson. Par contre, c'est un joueur de 25 ans, donc tu sais, dans son développement, on est assez avancé là, au niveau de son développement. Là. Moi, ce que j'ai remarqué cette année, il a manqué 4 matchs pour une commotion cérébrale au début de l'année, je crois. Dans le fond, entre le 23 octobre et le 6 novembre que j'avais noté qu'il était sur la liste des joueurs blessés en Suède. Quand il est revenu, là, ça a vraiment débloqué. Là. Il avait marqué 7 points en 12 matchs. Puis, tu sais, j'avais sorti des stats là, sur 5 passes, il en comptait 2 qui étaient décisives. Puis, tu sais, c'est ça, comme je dis, j'ai regardé un match, puis tu sais, pour faire un texte vraiment sur son début de saison plus général, j'avais regardé certaines séquences, puis je trouvais que les points qu'il cumulait, c'était des points qu'il avait travaillé. Tu sais, souvent, mettons, on va prendre Gordon encore une fois, là, mais mettons, Gordon, il a beaucoup de points, mais beaucoup de ses points sont cumulés. Exemple, il fait une passe, elle pogne un patin, elle se retrouve sur la palette de son coéquipier, puis son coéquipier score. Tu sais, techniquement, la passe, elle se serait pas rendue à son coéquipier, puis il récolte un point sur la feuille de line-up. Mais souvent, tu sais, Gordon cumule des points comme ça. Des jeux qui étaient pas supposés être des passes, puis finalement, il est sa feuille de pointage. Mais Vejdemov, je trouvais, le match que j'ai regardé, puis les séquences que j'ai regardées, ses points, il travaillait. Il allait chercher, il sortait les rondelles du coin. Tu sais, c'est ça, il travaillait ses passes, il travaillait ses buts. C'est de bon augure, puis comme tu le dis, c'est un joueur que Bouchard aime beaucoup. Puis, entre les mains de Bouchard, ben, on le sait, ça va donner quelque chose. Moi, je suis assez convaincu de ça. Ça va donner quelque chose. Prochain espoir, ben 2 espoirs, dans le fond, on va revenir en Amérique du Nord. On va y aller avec le fameux duo de défenseurs qui soulève de plus en plus d'intérêt du côté des partisans du Canadien. On va commencer avec Jordan Harris, puis on va enchaîner ensuite avec Jayden Struble. Mais tout d'abord, Jordan Harris, sérieusement, s'il y a un défenseur du pipeline présentement que plusieurs voient jouer dans la Ligue nationale là, de façon presque assurée, là, c'est Jordan Harris. Puis c'est tout de même surprenant parce que tu sais, on se fie beaucoup à ce qui se dit, puis c'est Norlinder, puis Jordan Harris, c'est vraiment tout qu'un défenseur, un excellent début de saison là, présentement. Là. Oui, puis il joue partout, toutes les situations. Il joue genre plus que 25 minutes par match. Premier power play, premier PK, première paire de défenseurs. Sérieusement, il y a ce que j'ai aimé le plus, c'est ça, c'est l'évolution de son entraîneur pour l'utiliser. Parce en ce moment, il se développe à fond. Puis c'est vraiment de bon augure pour l'année prochaine, parce qu'il s'en vient à Laval l'année prochaine, c'est sûr et certain.
Et peut-être avec le Montréal aussi, si ça va bien. Le Montréal, ils ont tendance à rusher les défenseurs, fait que ça se pourrait être ça. Mais tu sais, je pense pas. Là, je pense avec Romanov à gauche, là, Chiarot puis Edmondson, je pense qu'il va vraiment aller à Laval, Iris. Il y a la chose que j'ai le plus remarqué dans mes visionnements de Harris cette année, c'est l'amélioration de son tir. Un peu comme Mété, mettons, au début de sa carrière dans la NHL, son tir était flat, pas super bon, pas précis à fond, manque de vélocité. Mais là, cette année, ça va beaucoup mieux, comme en prouve sa fiche. Là, je l'ai pas d'en face, mais je sais qu'il a marqué 3-4 buts. Fait que ça va beaucoup mieux à ce niveau-là. Surtout le tir du poignet, le tir frappé est pas sa force, ce sera jamais sa force. Mais son tir du poignet, les tirs passes et tout, très, 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 très amélioré. J'ai bien aimé ça. Dans sa zone, je le trouve encore des fois tête folle, pas tête folle, mais un peu une poule pas de tête. Des fois, quand il y a beaucoup de mouvements, c'est un gars élite au niveau du déplacement. Il n'y a pas de problème avec ça. C'est un gars agile puis explosif. Mais des fois, quand ça tourne un peu autour de lui, il a tendance à perdre son positionnement. Mais pour le moment, sérieusement, c'est un très bon espoir dans le pipeline du Canadien. Très content de son jeu. Harris, tu le disais, cette année, offensivement, très belle progression. On parle de 5 buts et 5 passes en 11 matchs. C'est pas un défenseur qui a un énorme gabarit. On parle de 5 pieds 11, 185 livres. Mais, tu sais, c'est pas le défenseur sur qui tu vas compter au niveau physique. Là. Un peu comme à l'inverse de Strobel, qui c'est un cheval. Là. C'est un bon train. Ah oui, c'est un cheval de course, là. Non, c'est ça. Produit de Northeastern, tout comme Strobel. Écoutez, moi, j'ai pas regardé Northeastern cette année. Donc, je peux pas dénoter d'amélioration comparativement à l'année passée. Fait que, tu sais, je me lancerai pas dans son potentiel. Je crois de toute manière, Pascal, que tu as quand même couvert pas mal là-dessus. Fait qu'on peut sauter, on peut sauter à Strobel. De toute manière, les deux jouent dans la même équipe. Donc, je pense qu'il y a un bon lien de corrélation par rapport à ça. Mais parle-moi de Strobel. Parle-moi. On l'a vu aller, là, on l'a vu certains highlights, tout ça. Il a l'air de faire tout sa patinoire. Ouais, c'est une brute. Une bonne brute. Mais c'est un athlète, en fond. C'est typiquement un athlète, ce gars-là. Il va être bon dans n'importe quel sport, là. L'année passée, il y avait la mobilité élite. En fond, ce gars-là, au niveau de la mobilité, il est sensiblement pareil à Romanov, là. Il est incroyable. Sa mobilité est vraiment, vraiment intéressante, là. Avec son gabarit et tout, là. Il a des jambes grosses comme des troncs, là. Bref. L'année passée, ce que j'aimais, c'est sa mobilité surtout, puis le fait qu'il avait confiance en ses moyens. Il avait 17-18 ans dans la NCAA, il prenait la puck, puis il l'amenait en territoire offensif dans une équipe qui avait beaucoup de vétérans. Fait qu'il il osait faire ça, puis j'adorais ça de lui. Cependant, quand il arrivait en offensive, souvent, il prenait jamais la bonne décision. Il attendait trop longtemps avant de faire sa passe, faisait un tir dans le chest du goaler ou dans le chest d'un défenseur. On dirait qu'il a dit « Ok, je vais faire ça. » Là, ça marchait pas. Fait que là, c'est ce que je déplorais un peu de son jeu. Puis j'espérais un gain de maturité pour cette année. Ensuite, l'année passée, le physique, incroyable là, au niveau de plaquer des joueurs dans open ice ou bien sur le bord de la bande, de couvrir ses angles puis ses joueurs en défensive. Écoute, en défensive, il n'y a même pas de problème, ce joueur-là. Il est vraiment bon en défensive. Il est meilleur qu'Harris, là, fois 1000, là. Il est vraiment bon en défensive. Puis cette année, il a gardé ce qui est bon, puis il a amélioré ce qui était pas bon. Fait que là, avec la rondelle, il est meilleur. Il prend des meilleures décisions. Il prend moins de risques en montée quand il monte la rondelle. Là. Il prend moins de risques pas mal. Fait qu'on peut juste être content de son développement en ce moment. Il est pas sa première paire, il est sa deuxième paire. L'année passée, il joue un peu avec Harris de temps en temps, parce qu'il est capable de jouer à droite, capable de jouer à gauche. Harris, il joue pas mal plus à gauche, là. Mais Strobel joue à gauche, à droite, un peu comme Romanov, il n'y a pas de problème, là. Et en ce moment, il joue à gauche, sa deuxième paire, puis il joue beaucoup, il joue plus que 20 minutes souvent. Et il joue sur le piqué, sur le power play aussi. Il a amélioré son tir, parce que son tir, malgré le fait qu'il soit très fort, son tir frappé, son tir, en fait, il manque de précision, surtout, là. Mais ça, il l'a amélioré. Fait que, écoute, c'est juste des bonnes nouvelles au niveau du Strobel. Puis, il est très sous-estimé
chez les amateurs du Canadien. Puis si on le voyait un peu plus, si mettons RDS montrait 2-3 matchs, d'après moi, il augmenterait pas mal dans le top 10 du monde du repêchage, là, parce que physiquement, il domine la compétition. Puis avec ses attitudes, de plus en plus, il se démarque. Que sérieusement, c'est un très bon espoir. Est-ce qu'il va donner un joueur à la NHL? Écoute, je le verrais très bien jouer sur un top 6, top 5 chez le Canadien, puis s'en sortir, être capable de jouer sur le piqué, puis dans les grosses minutes. Là. Pas, selon moi, ce sera pas un joueur de première paire, pas un top 3 non plus, mais si son développement va bien, 4, 5, 6, c'est à sa portée. Là. Ce que je remarquais beaucoup de Strobel dans ce que j'ai pu lire, puis avec les profils que tu faisais, c'est que c'est un gars de 6 pieds 205 livres, mais son explosion, je sais pas s'il y a encore ça cette année, Pascal, tu vas pas me le confirmer, mais l'explosion de Strobel, quand il sort des blocs, pour un gars de 6 pieds 205 livres, c'est quand même assez intéressant. Oui. Ah, c'est un cheval. Sérieusement, là, c'est une locomotive. Il est difficile à arrêter. Une fois qu'il start, là, en plus, il est comme vraiment agile. Fait que véhiculer entre les joueurs qui l'attaquent pour occuper la rondelle, il n'y a pas de problème pour lui. Fait que sérieusement, c'est très bon augure. Là. Puis en plus, il a des bonnes mains pour déjouer les joueurs. Là, il essaye pas beaucoup. C'est une bonne chose parce qu'il est encore jeune. Puis ben, faut pas qu'il le fasse 4-5 fois par match parce qu'il va avoir un problème avec son entraîneur. Là. Mais il est capable de le faire. Fait qu'il est bon. Là. Mais Strobel puis Harris, c'est ça, ils jouent pas ensemble avec Northeastern. Ben, ils jouent ensemble sur l'avantage numérique. Avec les stats qu'on a sur Instat Hockey, là, je regarde 120 présences Harris et Strobel ensemble, 11 présences en powerplay ensemble, puis les deux paires de défenseurs ils ont seulement un but marqué là, alors qu'ils jouaient en même temps sur la patinoire. Donc tu sais, c'est pas faut pas penser que Strobel et Harris viennent en paire. T'sais. Harris joue avec Kistin et Strobel joue avec Kesselring. Donc C'est bon Kesselring. Ah, j'ai aucune idée c'est qui. Fait que je vais me fier à toi. Mais tu sais, ce qui est intéressant avec Strobel, c'est que la NCAA, en règle générale, c'est pas une ligue hyper physique. Mais quand Strobel semble être sur la glace, là, ça devient physique. Puis... Ah ouais, quand Tuck est sur la glace ou Strobel, watchez-vous. Ouais, exact. Ben, on va en venir justement à Luke Tuck plus tard. Mais si on n'a rien d'autre à ajouter sur Harris et Strobel, c'est comme je disais, moi j'ai pas regardé Northeastern encore cette année, donc j'ai pas d'informations de plus à dire, mais par contre, le prochain qui s'en vient, lui j'en ai à dire. Puis j'en ai pas mal à dire en plus. Parce que c'est l'espoir du Canadien que j'ai le plus regardé cette année et l'année passée. Son nom, c'est Jacob Dobisch. Et c'est un gardien de but. Gardien de but des Lancers d'Omaha, qui a un début de saison, ben là, c'est pas mal rendu la mi-saison là, en USHL. Dobisch est très bon cette année. Très bon. L'année passée, quand j'ai commencé à le scouter parce que j'ai fait... Là, c'est vrai. Là, c'est vrai. J'ai fait son profil post-repêchage. Celle-là, je l'ai fait. Celle-là, je l'ai faite. On se mélange, hein? On fait des rapports, on fait des profils, on sait comme plus hein, ce qu'on fait. Mais c'est ça, j'ai fait le profil sur Dobisch, donc j'avais regardé 5-6 matchs de l'année passée pour offrir un profil là, après le repêchage. Les premiers matchs que j'avais regardés de Dobisch, ça me laissait un peu sur ma faim. J'aimais pas son style, je trouvais que c'était un gardien qui était beaucoup dans le fond de son filet. C'est un gars qui a un gros gabarit. Là. C'est un gros goaler. Mais sa technique est pas très, très, je dirais, conventionnelle. Tu sais, j'en ai parlé dans le podcast, mais je sais qu'il a déjà été comparé à Sec. Je trouve que la comparaison est très boiteuse. Tu sais, honnêtement, juste parce que il vient de la République tchèque puis c'est un gardien, forcément, il ressemble à Sec, là, mais son style, le goaler qui ressemble à Hachek, c'est Osgood. Pour ça, il n'y a personne qui ressemble à Hachek. Ouais, c'est ça. Tu sais, Dobisch, il n'y a pas le style à Hachek, là, pas du tout. Là. C'est juste que
il est très, très, très réflexe. Il est pas... au début, là, quand j'ai commencé à le regarder en début d'année passée, c'était un gardien qui explosait énormément, mais qui explosait beaucoup trop. Donc, il était souvent déporté de son filet. Il faisait son premier déplacement, puis, tu sais, normalement, un gardien qui est super technique, on va prendre exemple sur Price, mais dans ses déplacements papillons, c'est comme s'il y avait une bande autour de son demi-cercle, puis jamais il sort de là. C'est tout le temps là, calculé au pouce près. Dobush, là, bien souvent, il se ramassait avec le poteau en arrière de lui, laissant le filet béant, puis du moment qu'il y avait une passe de l'autre côté, il était pas capable d'exploser de l'autre côté. Puis c'est pas parce qu'il manquait d'explosivité, c'est parce qu'il était trop loin. Cette année, grosse amélioration à ce niveau-là. Grosse amélioration. Beaucoup plus chirurgical dans ses déplacements, puis il a toujours la même explosivité. Donc, il est vraiment plus en mesure d'anticiper les passes, puis sur les 2 contre 1, là, il est capable d'amener son tronc devant le lancer, plutôt que d'avoir à plonger parce qu'il est trop loin. T'sais. C'est un peu pour ça que les gens ils comparent à Sec, c'est qu'il était souvent porté à sortir la mythe puis plonger pour aller arrêter. Mais c'est parce qu'il était juste déporté. Il le faisait pas par technique. Souvent, les arrêts spectaculaires, c'est parce que juste avant, le gars-là, il a fait une erreur, puis par désespoir, il fait quelque chose, puis il fait l'arrêt. C'est pour ça que Fleury, il en fait beaucoup de ça. Exact. Mais Fleury, c'est un gardien qui est très, très, très réflexe, mais il a une très belle technique aussi. Dobush était réflexe, mais il se servait pas assez de son gabarit, je trouve. Encore cette année, je le trouve encore un peu creux dans son filet. J'aimerais ça qu'il est à son meilleur quand il challenge les lancers. Il est à son meilleur quand il fonce puis qu'il se sert de son chest pour arrêter la rondelle. Puis, tu sais, Dobush, c'est un gars de 6 pieds 5, 200 livres. Donc, c'est une bonne pièce de goaler. Là. Puis, je la sors souvent, cette expression-là. Je l'aime bien. L'an dernier, en 20 matchs, il a terminé avec une moyenne de 3,09, une efficacité de 8,91. Les Lancers n'avaient pas une si bonne équipe. Cette année, ils sont meilleurs. Puis, en 20 matchs, il y a 1,92 de moyenne, puis une efficacité de 924. C'est une amélioration là, assez flagrante. Il a été meilleur joueur de la USHL en début d'année. Il a été meilleur gardien du mois, je crois, le mois passé. Puis là, j'y vais de mémoire, là, j'ai pas vérifié, mais il me semble que c'est ça. Tu sais, un gardien de but, j'ai souvent tendance à dire que vers 23-24 ans, on commence à savoir un peu l'enlignement du gardien de but en soi, au niveau de son potentiel. Le gars, il a 19 ans. Il a été repêché en 5e ronde l'année passée. Donc, pour ma part, le projeter soit dans la AHL ou la NHL, c'est impossible. Pour moi, c'est impossible. Un gardien de but, c'est beaucoup plus long à développer, surtout un gardien de but avec un gabarit comme ça. Puis, il n'y a pas de presse. Il n'y a pas de presse, il y a Carey Price. Mais... mais tu sais, il y a Primo aussi dans l'organisation, il y a McNevin, Demchenko, je le compte pas là. C'est une police d'assurance plus que d'autres choses. Même McNevin. Mais tu sais, c'est ça. McNevin n'est pas mauvais, mais il est quand même en avant de Dobush dans la hiérarchie. Mais Jakub Dobush, un nom à retenir parce que j'aime beaucoup son développement. Tu sais, c'est beau là. C'est beau les moyennes, c'est très reluisant. Mais moi, ce que je remarque beaucoup, c'est son évolution par rapport à l'année passée, que ça l'a beaucoup, beaucoup augmenté. Puis ça, c'est un travail... Le recruteur qui l'a suggéré à Timmins, puis Sherlock, puis Bergevin, il a l'œil, sérieusement. Tu sais, faut que tu convainques quelqu'un, t'arrives avec sa fiche qu'il avait l'année passée, puis tu dis ouais, mais il faut t'aller plus loin que ça. Puis t'arrives, tu le vois jouer, tu es comme ouais, mais techniquement, il est pas super bon, tu sais. Ouais, mais non, tu sais, faut que le recruteur qui l'a suggéré au Canadien, il a de l'instinct, là. Tu sais, il y a eu un changement complètement différent. Tu sais, moi, je l'ai regardé l'année passée, puis cette année aussi. L'année passée, quand je t'ai demandé de faire son profil, je l'avais quand même regardé jouer, mais je sais pas où me tirer un peu, tu sais, par rapport au gardien de but, je serais capable, là, mais il faut que je me donne. Mais cette année, je l'ai regardé jouer par
recrutement croisé, dans le fond, avec d'autres espoirs du repêchage 2021. Puis, j'avais pas catché que c'était lui. Dans le fond, à un moment donné, je regardais des joueurs de... Ça devait être Sean Farrell, puis Samoskevich, après ça, Coronato. Puis la USHL, c'est une ligue que j'adore, là. Je regardais les jouer, j'étais comme... C'est qui ce gros-là? Il est bien gros. Il faisait beaucoup penser à Pecorine, en fait. Vraiment, vraiment beaucoup dans ce match-là. J'étais, c'est qui ce gars-là? Puis là, il est vraiment bon, il est rapide au fond. Puis là, je vais voir dans Elite Prospect, puis je vais, c'est Dobèche. Puis je suis d'accord avec toi, sérieusement, il y a du potentiel. Là, il est pas dans le top 5 des espoirs du Canadien pour ça. Là. On n'est pas là que ça va être c'est un vol. Non, on dit pas ça, vraiment pas. On dit que le développement va être long comme n'importe quel gardien, puis qu'il pourrait nous surprendre. T'sais, en ce moment, les gardiens, tout ce que les organisations veulent, c'est des gros gardiens de but. Il est gros, il est capable d'arrêter les pucks, puis il augmente, il a des qualités athlétiques. Fait que le package est là. Fait qu'on va voir plus tard, mais j'étais intrigué par ce gars-là. Je suis bien content de l'avoir joué cette année et l'année passée. Puis tu sais, on a tendance à voir ses moyennes en USHL puis se dire, hey, c'est vraiment un vol, tu l'as dit. Là. C'est le genre de terme qu'on pourrait voir sur les plateformes, mais c'est pas le cas. Tu sais. Dobèche s'est beaucoup amélioré depuis l'année passée en USHL, donc USHL, check. Prochaine étape, NCAA. NCAA, ouais. Puis là, il y a USHL, ce qui est le fun au niveau de cette année, ses stats, c'est que c'est très offensif. C'est incroyablement offensif. Des matchs qui finissent 10-8, là, les matchs de baseball, mais au hockey, ça arrive souvent. Parce que, mettons, le style de Chicago puis le programme de développement américain, là, c'est des gros matchs à regarder. Pour un gardien de but, ça doit être incroyable, là, ce qui doit se passer en avant de lui, là. Fait que, tu sais, c'est une bonne saison pour lui. Je suis très content. J'ai hâte de voir l'année prochaine. Ouais, puis plusieurs matchs de Dobèche, j'ai regardé contre le Steel, justement, pour maximiser mon scouting, là. Fait que, tu sais, pour regarder Coronato puis Samoskevich et Farrell qu'on va revenir plus tard. Mais vraiment, Dobèche, prochaine étape, NCAA. USHL, plus rien à apprendre. Maintenant, regardons sa transition vers la NCAA et on va pouvoir voir qu'est-ce qu'il y a encore à corriger. À ce niveau-là, ce qu'il y a à corriger, positionnement encore un peu, trop creux, mais pour le reste, là, très surpris du jeune gardien de but de l'organisation. Ben justement, je regarde mon listing, on parlait de Sean Farrell. On est pas mal rendu à lui. Oui. Sean Farrell, pour moi, cette année, puis je dis vraiment cette année, avec ce que j'ai regardé, je dis pas que c'est le meilleur espoir du pipeline du Canadien. Mais cette année, dans la saison 2021, c'est l'espoir qui se démarque le plus, à mon avis, dans tout le pipeline. Lui, c'est un gars que plusieurs disent que c'est un vol. J'aime pas l'expression, mais c'est un excellent choix. C'est un excellent choix. Farrell, c'est le genre de joueur que j'ai eu le malheur de dire qu'il produisait l'année passée à cause de la présence de Colangelo et de Brendan Brisson. Finalement, non. Farrell, cette année, c'est le moteur du style de Chicago. Je sais qu'il y a beaucoup de bons joueurs avec aussi. Là. La formation est très bonne aussi. Mais Farrell, le dernier match que j'ai regardé, c'était son meilleur match de la saison. Il était physique, beaucoup plus que d'habitude. Puis quand on parle de physique, c'est pas de donner des mises en échec pour autant. Il frappait pas tout ce qui bougeait. Là. Mais en entrée de zone, puis dans le coin de la patinoire, Sean Farrell se servait beaucoup de son corps pour sortir la rondelle du coin. C'est pas un gars gros, là, Farrell. Mais vraiment pas, là. Puis, il trouvait le moyen, justement, d'arriver dans le coin, servir de son gabarit pour séparer le défenseur de la rondelle, puis remettre la rondelle à son attaquant qui était dans l'enclave. Ça, c'est une amélioration très intéressante pour le jeune espoir qui a présentement 40 points en 21 matchs. À Chicago, c'est un choix de 4e tour, 5 pieds 9, 174 livres, mais il joue de plus en plus comme un gars, je veux dire, il joue de plus en plus comme un gars qui a pas ce gabarit-là, tu sais.
il se sert quand même de son physique, puis ça, c'est très intéressant. Son entraîneur, c'est clair qu'il l'adore. C'est clair, c'est sûr, certain qu'il adore Farrell parce que, oui, c'est un joueur offensif, mais c'est un gars qui back-check aussi. C'est un gars qui va être excellent dans sa couverture en défensive. On l'a dit dans le chat privé de TSLH, c'est un gars qui joue à l'aile, mais qui, dans la défensive, il joue comme un centre. C'est lui qui s'occupe de prendre la rondelle, de suivre la rondelle, puis de donner de l'appui à ses défenseurs. C'est pas Samoskevich qui est, la plupart du temps, son centre. C'est pas lui, c'est pas Samoskevich pendant tout, même si Samoskevich est beaucoup plus rapide. C'est Farrell. Puis c'est lui qui s'occupe souvent des relances, qui va appuyer Samoskevich ou Doan, qui est le fils à Shane Doan, en fait. Je pense que c'est Josh Doan, son nom. Ouais. Un gars de 19 ans. Bref, sérieusement, Farrell, je le considère comme un joueur assez complet avec un potentiel offensif élevé. Maintenant, il a été repêché en 4e ronde. C'est pas pour rien. C'est un gars qui a un bon patin, une bonne mobilité, mais il est pas super explosif. Il faut vraiment qu'il améliore ça pour faire son chemin dans la Ligue nationale de hockey. Mais il a de l'air d'un bon kid, sérieusement, avec une bonne éthique de travail. Fait que je suis pas mal sûr qu'on va le voir limite AHL, pas mal sûr qu'on va le voir dans AHL, là. Puis je pense que Bouchard va faire un très bon joueur de hockey avec ce gars-là, puis qu'il a une bonne chance d'arriver dans la Ligue nationale de hockey, mais il reste petit, puis s'il améliore pas son patin, là, ça va être pas mal plus difficile, là. Mais c'est le moteur offensif de cette équipe-là, puis selon moi, c'est un bon leader aussi, parce qu'il joue avec Samoskevich, ça arrive qu'il va jouer avec Coronato, 2 gars de 17-18 ans. Ensuite, il va jouer avec le gars qui est, c'est-tu Fantilli? Il y a un joueur Pasternak qui était pour le prochain repêchage, il va jouer des fois avec lui. Puis il y a un autre que je me rappelle pas de son nom, qui était aussi un gars de 16 ans. Il joue beaucoup. Il y a Fanti, il y a Blake. Non, Blake joue pas souvent avec. C'est vraiment Fanti qui joue, qui s'ajoute à lui, là. Puis il est un bon exemple pour tous ces jeunes-là, dans le fond, parce qu'il est bon. Là. C'est un très bon joueur de hockey. Là. Puis tu sais, on aurait tendance à penser, parce que là, tu sais, les tripeux de stats vont aller regarder Farrell, puis ils vont être très impressionnés. Puis on le comprend, là, c'est une production très, très, très au-delà de ce qu'on s'attendait de lui, là, personnellement. Là. Mais tu sais, quand on regarde les marqueurs de la USHL, on voit un certain Matthew Coronato qui est en tête de liste, qui est le coéquipier de Sean Farrell. Et là, le réflexe qu'on se dit, c'est ouais, mais tu sais, Sean Farrell, il joue avec Coronato, tu sais, il est pas tout seul, tu sais, il bénéficie peut-être de ça. C'est faux, là. C'est parce que Farrell joue avec Samoskevich et Doan. Depuis le début de l'année, ils ont 297 présences ensemble. À 5 contre 5, là, c'est vraiment le trio Samoskevich, Farrell à gauche et Doan. Puis comme tu l'as dit, Farrell joue à gauche, mais dans son jeu est un centre. Il joue comme un centre. Coronato, lui, il joue avec Middendorf bien souvent et Robbins. Puis, il a joué aussi avec Farrell quand Samoskevich a été blessé. Là. Exact, ils ont quand même ça. 200. C'est ça, tu sais, quand Samoskevich est blessé, le trio, c'était Middendorf, Coronato et Farrell. C'est sûr que là, en avantage numérique, le Steel ont une solide brigade, là. Pacté, là. C'est ça. T'as Samoskevich, Farrell, Ofco, Coronato, Middendorf. C'est tout qu'un powerplay là, dans USHL. Donc là, c'est sûr que Farrell bénéficie de ça un peu, mais quand on le regarde jouer vraiment, là, on enlève tout ce qui est papier. Là, puis on fait le bon vieux eye test, comme on dit. C'est Farrell le moteur offensif de cette équipe-là. C'est comme si, mettons, on regardait Val-d'Or qui sont pactés un club, mais ils sont vraiment moins pactés que les autres, mais c'est comme si c'était Pelletier, dans le fond. C'est lui le joueur principal de l'équipe. Ouais, exact. Ben, Max serait là puis il dirait que c'est Robbie, mais... c'est ça. Je pense qu'il est capable de savoir. Il aime beaucoup Pelletier, je pense qu'il serait capable de dire. Là. On te salue, mon Max. On s'en revoit dans le prochain épisode. Mais pour conclure avec Farrell, c'est sûr que c'est excitant de voir sa production. C'est un joueur qui est
tellement plaisant à regarder jouer. C'est un gars qui va créer sa propre espace sur la patinoire. Puis c'est vraiment ce que j'apprécie le plus de lui. Il va... Tu sais, on parle de Matthew Beniers dans nos travaux de draft comme étant un gars qui se crée son espace, mais Farrell, là, c'est assez impressionnant comment il est en mesure de se départir de sa couverture pour se créer sa propre espace, pour se donner la meilleure ligne de tir ou la meilleure ligne de passe. C'est assez impressionnant. Puis, la seule chose, un petit bémol que je vais apporter, puis je l'apporte dans mes textes, mais je tiens à le dire aussi à nos auditeurs, c'est excitant de voir Farrell présentement produire, mais il faut juste se rappeler une chose, le joueur est présentement dans une situation comme un excellent joueur de 20 ans dans une très bonne équipe de la LHJMQ. Donc, tu sais, techniquement, Farrell devait être dans la NCAA cette année. Donc là, lui, là, la USHL, là, il n'y avait plus rien à apprendre. Donc, c'est normal de le voir dominer. Ce qui est intéressant de voir, c'est de voir comment il domine. C'est pas de le voir dominer, c'est de le voir comment il domine. Puis, dans la NCAA, ça va être le fun de le voir aller parce que Coronato va suivre et là, possiblement que les deux vont jouer ensemble. Donc, ça va être... ça va être le fun l'année prochaine à regarder, sérieusement. Là. Puis j'ai hâte de voir aussi son step-up, là. Ouais, puis ce que j'ai lu aussi sur Internet pour conclure sur Farrell, c'est que c'est tu l'as dit, il a l'air d'un bon kid, il a l'air de quelqu'un qui a une très bonne éthique de travail, mais j'ai lu quelques textes sur lui, c'est un hockey geek, puis c'est pas pour rien qu'il s'en va à Harvard, c'est un gars excessivement intelligent, c'est vraiment un joueur qui est très intelligent en dehors de la patinoire, puis on le voit sur la patinoire qui est très intelligent, mais c'est ça, il s'en va à Harvard l'année prochaine. J'allais dire, il commit, il se committed, mais je savais pas comment le dire en français. Et pourtant, je suis zéro anglophone. À Harvard. Ouais, c'est ça. C'est dur à dire, mais le pire, c'est que je suis pas anglophone. C'est juste que les textes que je lis, c'est tout le temps committed to Harvard. Mais bref, on fera pas des cours d'anglais ici. C'est ça. Il s'en va à Harvard, puis c'est un bon indicatif concernant le jeune. Là. Même si on a des mauvais souvenirs avec Harvard, hashtag Louis Leblanc, mais on n'est pas là. Non. On n'est pas là. Prochaine cible, un petit coéquipier de Cole Caulfield que j'ai appris à apprécier cette année. Un espoir qu'on n'entend pas parler. Un espoir qu'on n'a pas d'attente. Un espoir très beige, mais qui honnêtement, qui progresse très bien cette année. On parle de Jake Gorniak avec les Badgers de Wisconsin. On a pu le voir un peu les matchs qui ont été présentés à RDS. Les fameux matchs que Cole Caulfield n'a pas été bon. J'ai trouvé ça un peu dommage parce que oui, Caulfield n'a pas été bon. Mais Jake Gorniak a très bien joué. Puis personne n'en a parlé. Je trouvais ça triste un peu. Ça reste un espoir du Canadien de Montréal. C'est un choix de 4e tour en 2018. Un centre ailier utilisé au centre. Beaucoup avec les Badgers. Puis 5 pieds 11, 187 livres. Il y a 9 points en 16 matchs. C'est pas une production incroyable. Quand on regarde sur papier encore là, ben Gorniak, on se dit bon, c'est un joueur que s'il vient à Laval, c'est bon. Mais Gorniak a une très belle progression présentement, comparativement à l'an dernier, qui était très peu utilisé. Il est utilisé sur le 3e trio principalement, dans un rôle strictement défensif. Puis quand il est utilisé sur l'avantage numérique ou sur un 2 ou 3e, 2 ou premier trio, il produit, c'est là qu'il a produit le plus. Quand il y avait une augmentation de ses responsabilités. Fait que c'est quand même de bon augure là, pour l'offensive de ce joueur-là. Puis tu sais, Dylan Holloway s'est absenté pour le championnat mondial junior et Gorniak a tellement élevé son jeu de quelques crans. Tu sais, ce sera pas le premier centre des Badgers. On s'entend, il va retrouver son rôle, mais comme tu le dis, Pascal, dès qu'il est promu à plus de responsabilités, il répond. Puis dans le match dans le match qui a été présenté à RDS, on l'a vu beaucoup en avant du filet. Il a été capable de marquer dans des espaces restreints. C'est un gars qui est très efficace aussi sur l'avantage numérique à titre de bumper, oui, mais il joue plus proche du filet. Là. Il va s'approcher plus devant le gardien de but.
Puis, tu sais, l'année passée, il était pas utilisé. Cette année, quand il est utilisé, il performe. Fait que, tu sais, Caulfield a été benché, là, le match qu'ils ont présenté à RDS. Il a sauté quelques tours. Puis c'était le trio Gagnac qui embarquait là, dans ce temps-là. Ouais. Puis il a très bien joué. C'est un gars qui est super bon sur 200 pieds, puis il est très intense. Il est toujours d'en face des défenseurs. Il est rapide. Ouais. C'est pas le gars le plus physique, mais il est quand même... Il a le goût de. Fait que ça, c'est bon. Là. Ce serait le genre de joueur, tu sais, il a 21 ans présentement. Il est à sa 3e saison en NCAA. C'est le genre de joueur que je verrais quand même jouer professionnel. Tu sais, je veux pas l'amener dans la Ligue nationale. Puis j'aime pas particulièrement faire des projections. Mais dans le style qu'il joue, je pense que c'est un joueur qui pourrait très bien se développer, qui pourrait très bien rouler sa bosse en Ligue américaine. Puis c'est pas une honte, là. C'est un choix de 4e tour. Il en faut, là. Puis, moi, c'est ça, c'est ce qui leur démarque de plus des autres, c'est vraiment sa hargne puis son patin. Il patine comme le vent, ce gars-là. Fait que, encore une fois, c'est le typique coach dream, qu'il va faire tout ce que tu veux il va faire tout ce que tu veux qu'il fasse. Fait que, moi, je le vois à Laval, ça, c'est sûr et certain. En plus, tu peux même rester une année de plus dans NCAA, il n'y a même pas de problème. Puis je pense que ça va être ce qui va être choisi pour lui, pour le voir un peu plus offensif, dans un rôle offensif. Quand Caulfield va partir, probablement que lui va augmenter de un trio, sur le deuxième, sur le premier. Puis même là, d'ici la fin de la saison, on devrait le voir plus sur le deuxième trio. Fait que, tu sais, faut pas trop avoir des attentes élevées par rapport à ce joueur-là. Vraiment pas, parce qu'il joue quand même à sa 3e saison dans NCAA, seulement sur le 3e trio, t'sais. Mais là, on peut penser... Il y a une façon de jouer pro. Fait que, tu sais, on peut penser qu'il va devenir un joueur à la Ligue américaine, comme tu dis, là. Puis on verra pour la suite, là, mais c'est pas un mauvais choix, ce joueur-là. C'est un joueur de profondeur. On verra. On va se tourner vers les Terriers de l'Université de Boston pour parler de Luke Tuck, le petit frère d'Alex. Le petit frère d'Alex. Je vais sûrement l'appeler Alex. Désolé tout le monde à l'avance. Je vais sûrement l'appeler Alex. Même genre de joueur, oui puis non. C'est un joueur qui est assez physique, là, Luke Tuck. On parle de 6 pieds 2, 203 livres. Choix de 2e tour du Canadien au dernier repêchage. À 18 ans, il en est à sa première saison dans la NCAA. J'ai fait un texte cette semaine pour résumer un peu son début de saison. Il a 5 points en 6 matchs, qui est une ligne statistique intéressante pour une recrue. Il a un bon début de saison. Il joue bien, mais d'ores et déjà, on sait le plan cette année, c'est quoi qui a amélioré. Puis, je pense vraiment que c'est les sorties de zone pour Luke Tuck qui vont être capitales à changer, à améliorer rapidement. Tu sais, tu pourras parler de son passage au sein du programme de développement. Pascal, je crois que tu l'as regardé plus en USHL puis au moment du draft là, pour faire son profil pré-draft. Moi, je ne l'avais pas regardé avant le repêchage. Je l'ai juste regardé récemment. Ses débuts en NCAA, c'est un gars qui va cogner. Il cogne dur. Il cogne dur. Là. De ce que j'ai pu voir, là, il cogne très dur. Un tir... Il est méchant. Ouais, il est méchant. Un tir correct, mais il manque peut-être encore un peu de patin d'explosivité là, pour justement profiter du fait qu'il est gros pour rentrer plus au filet. Il a la rondelle, puis souvent, au lieu de vraiment... un peu comme Josh Anderson est capable de faire. Là. Il est capable de garder la rondelle 1 ou 2 secondes plus longtemps pour prendre son tir beaucoup plus proche du gardien. Il manque de finesse. Ouais, il manque de finesse. Dès qu'il y a une chance puis qu'il se sent un peu pressé par le défenseur, il va tirer, même s'il est encore loin. Mais comme je disais, les sorties de zone, c'est en zone offensive, Tuck protège très bien la rondelle le long des bandes. En zone défensive, pas du tout. Puis c'est ça qui me dérange un peu, c'est que sur la sortie de zone, au lieu de se maintenir le long de la rampe, d'attendre la rondelle, puis à la limite de la protéger ou juste faire un tip pour que le centre aille la chercher en débordant le défenseur, Tuck va avoir tendance à lâcher la bande puis se retrouver où le cercle de mise en jeu. Puis dès qu'il reçoit la rondelle, il essaie de la diriger vers un coéquipier, puis souvent ça crée des revirements. Là. Fait que, tu sais, je pense qu'il bénéficierait plus de rester le long de la bande et de se servir de son gabarit comme il le fait dans la zone offensive d'une très belle façon.
Et dans la zone défensive, c'est un petit peu plus laborieux là, au niveau des sorties de zone. Son process est pas assez rapide. Ouais, ça va venir avec l'expérience, d'après moi, parce que ça allait quand même bien dans USHL, là, dans notre programme américain, mais ça joue moins serré qu'en NCAA. Fait que il y avait quand même plus le temps de le faire. Tu sais, quand il jouait contre le Chicago Steel, ça allait. C'était des matchs assez tough pour lui des fois, là. Mais tu sais, c'est un joueur en ligne droite. Attendez-vous pas à un gars qui va vous feinter tout le monde. Il a des bonnes capacités comme son frère avec la rondelle, mais c'est pas son frère. Il a pas la vision de son frère. C'est un tunnel vision. Il va au filet, il plaque, il se met en avant du gardien, il fait dévier des rondelles, il va récupérer les rondelles. C'est à ça qu'il sert. Mais il y a beaucoup d'améliorations à faire, comme tu dis, sur sortir la rondelle de sa zone, dans sa zone en général. Faut juste qu'il apprenne à jouer pro. En fond, faut plus qu'il joue du hockey junior. Faut qu'il joue pro. Puis ça, il est dans la meilleure place pour ça. On a 4 ans pour le signer. Il est dans NCAA. Il joue sur le premier trio avec Mastro Simon puis Skoog. Excusez, je viens de voir son nom, ça m'a fait rire. Donc, il joue beaucoup. Vraiment beaucoup en ce moment. Puis on peut juste espérer ça dans NCAA pour Tuck. Il est au meilleur endroit en ce moment. Fait que on peut juste être content. Puis ça va venir. Là. Toutes les petites subtilités, ça va venir. C'est pas un joueur, c'est pas encore un coach dream. C'est juste un joueur qui joue le hockey comme le monde aime habituellement parce qu'il est méchant. Il va probablement dropper les gants assez souvent plus tard dans sa carrière. Mais j'espère pas. J'espère qu'il se blessera pas. Là. Mais il va falloir qu'il réponde à ses actes parce qu'il aime ça, plaquer, puis faire mal à l'adversaire. Pas de blesser par exprès, mais de faire mal, de faire payer chaque présence à l'adversaire lorsqu'il est sur la glace. C'est ça qu'il aime. Il était excellent en échec avant. Fait que tu sais, je comprends pourquoi il était en deuxième ronde. Moi, je le voyais pas mal où qu'il a été repêché. Beaucoup le voyaient en première ronde aussi. Mais il a pas assez d'offensive, il a pas assez de finesse à son jeu pour le voir en première ronde. Mais c'est un débat, il n'y a pas de problème, là, parce que il joue le hockey comme ça doit être joué. T'sais. Puis, tu sais, comme je le mentionnais dans mon texte, c'est sa première année, puis tu l'as dit tantôt. Tu sais, c'est normal qu'il y ait une transition à faire. Tu sais, on a identifié des problèmes. C'est pas parce qu'il est pas bon, c'est qu'il y a des problèmes à corriger dans sa transition USHL à la NCAA. Donc, du moment qu'il corrige ces choses, puis je suis pas inquiet qu'il va les corriger, ben là, on va t'avoir tout qu'un prototype. J'ai eu quelques discussions sur Twitter par rapport à lui après mon texte, puis plusieurs se demandaient si c'était un Josh Anderson. Non, c'est pas un Josh Anderson, beaucoup moins explosif, beaucoup moins offensif aussi, je crois. Il y aurait quand même... Il patine super bien. Il patine quand même bien. Tuck, c'est pas... Tu sais, Anderson, c'est un patineur élite. Là. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, Tuck, il est très, très mobile pour son gabarit. Mais mettons, son explosion pourrait peut-être être améliorée un peu. Surtout sur ses départs. Là, mais c'est un gros gabarit. Là. C'est normal là, à sa première saison NCAA que ça soit pas acquis. Puis il y a tout le temps là, pour acquérir ça. Là. Il est dans un bon programme aussi à Boston. C'est une très bonne université. Oui. Il peut pas être... Pas tout le monde qui peut être des baigneurs. Des baigneurs, des Ken Johnson qui arrivent dans NCAA puis qui produisent un point par match. Ça, c'est juste des joueurs qui vont être repêchés top 5. Là. Fait que, faut pas s'étonner qu'un gars de 19 ans fasse, en tout cas, ait des problèmes. Pas des problèmes, mais ait des affaires améliorées. Là, ils sont là pour ça. Puis tu sais, on a l'air tannant avec le jeu sur 200 pieds, mais Luke Tuck, dans son style de jeu, faut qu'il soit bon sur 200 pieds. Ouais. Faut absolument, tu sais. Un joueur de son style et de son gabarit peut pas se permettre d'être juste bon dans la zone offensive. Il faut qu'il perfectionne son jeu sur 200 pieds. Il y a des joueurs, tu sais, à la limite, Caulfield, ça me dérange même pas là, qu'il soit pas si hot que ça dans sa zone défensive parce que c'est pas son rôle. Mais Luke Tuck, dans son style, c'est important qu'il soit bon sur 200 pieds. Fait que c'est pour ça qu'on ressort un peu ce qu'il y a à corriger là, pour cette année. Mais je suis pas inquiet pour lui du tout. Un peu comme Armia, à son repêchage, c'était un scoreur de but. Il n'y avait rien d'autre à son jeu. Puis il était développé comme un joueur de troisième trio qui est capable de jouer sur 200 pieds. Mais Luke Tuck, je pense pas que ça va être un joueur de deuxième trio. Je pense qu'à l'occasion, il pourrait peut-être augmenter de trio pour acheter de la robustesse sur un duo, mettons, plus offensif, plus talentueux. Mais c'est un joueur qui est voué à un travail sur le troisième trio d'échecs avant,
un joueur 20-20, dans le fond, 20 buts, 20 passes, c'est pas mal ça que je vois comme potentiel. C'est pas négatif, là. C'est tellement positif d'avoir ce genre de joueur-là dans ton équipe, là. Les Canadiens, des joueurs comme ça, ils en ont pas. Ils en ont pas eu, là. Anderson, on l'a, là. Mais à part Anderson, on n'a pas de ce type de joueur-là, mettons, là. Puis Tuch, ben, c'est ce power forward avec moins d'offensif qu'Anderson, mais ça reste que c'est important d'avoir ce genre de joueur-là dans une équipe. Puis, tu sais, présentement, il se développe sur le power play en étant en avant du filet, puis il est souvent capable de se libérer de sa couverture. Donc, développer un joueur déjà à son âge pour être en mesure de jouer sur un power play futur devant le filet, puis qu'il le fait déjà assez bien, ben, c'est positif. C'est ça. Il va se trouver un travail dans le national de hockey s'il continue comme ça. Jesse Ilonen qui jouait pour les Pélicans en Finlande en début d'année. Un cas particulier, Pascal, pour vrai, tu sais, on l'a regardé un peu. Ben moi, c'était plus en indirect, là, si on veut, parce que je regardais plus Kotkaniemi, puis je prenais les matchs contre Ilonen pour maximiser le tout. Qu'est-ce qu'on peut ressortir du passage d'Ilonen en Finlande? On dirait que c'est dur à statuer. Est-ce qu'il était bon? Je sais pas. Je sais comme pas. En fait, l'année passée, il était utilisé comme une des pierres angulaires de l'attaque. Puis il a produit 0.5 points par match, là. Cette année, il était utilisé sur un troisième trio, deuxième trio. Quand il était sur la glace, c'était la majorité du temps le meilleur joueur sur la glace. L'excuse facile, c'est de dire qu'il était pas dans une bonne équipe. C'est un facteur de sa production, mais c'est pas le principal facteur. Ça demeure une ligue très défensive, là, la Liga. Là. C'est pas la ligue la plus facile, la plus fun à écouter, vraiment pas. C'est pas pour rien qu'il n'y a pas de 100 points en 40 matchs là, dans cette ligue-là. C'est très défensif, hargneux. Pas physique. C'est pas une ligue physique, pas à tout, sérieusement. Mais ça joue serré, malgré que c'est sur une grande glace, ça joue très serré. Puis Ilonen, il était utilisé comme un joueur de troisième trio, qu'il faut qu'il joue bien sur 200 pieds, avec de temps en temps des flashs en offensive, mais c'est surtout sur le power play qu'il était capable de se faire sa justice là en offensive. C'est dommage. J'aurais vraiment aimé mieux le regarder sur le premier trio à jouer 20 minutes par match, mais souvent il jouait 11 minutes par match. Pas parce qu'il y a une mauvaise attitude, ce joueur-là, mais j'ai comme l'impression que le Canadien a un impact là-dedans parce qu'il voulait pas qu'il se blesse pour la saison de la AHL. Fait que peut-être qu'il y avait une commande de faites-les pas jouer les deux premiers trios, faites-les jouer plus dans un rôle de profondeur. Puis je pense pas que les Pélicans vont chialer là-dessus parce que de toute façon, eux, ils ont des joueurs à développer pour leur ligue. Ils ont des joueurs à satisfaire. Ilonen, il est juste de passage. Fait qu'ils n'ont pas d'affaire à le faire là sur le premier trio, puis après ça, il s'en va, puis là, il se rend compte que un joueur qui aurait pu jouer là toute l'année, ben, il s'est pas développé correctement à cause de Ilonen, qui était juste de passage. Fait que je comprends la situation. C'est pas idéal pour lui, mais au moins, lui, il a joué. Il a joué au hockey dans un environnement qu'il connaissait. Il a développé son jeu défensif qui était excessivement bon. Mais là, la Liga, c'est terminé. Il faut plus qu'il aille là. C'est terminé parce que là, il va stagner si ça continue comme ça. Il faut qu'il aille à Laval, dans une ligue très défensive, très physique, plus serrée sur des plus petites glaces. C'est un gars qui a une mobilité élite, qui a un très, très, très bon shot, mais que des fois, ses décisions avec la rondelle sont à questionner. Donc, faut qu'il fasse sa main sur les petites glaces parce que l'adversaire va venir très rapidement. Il va falloir que la vitesse d'exécution suive à Laval. Donc, je pense que Joël Bouchard va s'arracher les cheveux par moment parce qu'il va voir tout le potentiel de ce joueur-là qui est très fort en passant. Il était capable de briser des plaqués à profusion dans la Liga. Mais là, dans la AHL, ça va être complètement différent. Puis Bouchard, d'après moi, va en faire un joueur pro, comme il a fait avec Veige Demo. Mais là, lui, au moins, il a du potentiel offensif. Fait que, tu sais, il y a du potentiel pour la Ligue nationale de hockey, oui, mais peut-être pas autant que le monde pense. Des fois, je le vois dans le top 3 des top 10 des Canadiens. Là. Dans le top 3, je suis comme, non, c'est pas ce genre de joueur-là. Là. Ça reste un joueur de profondeur qui va t'amener du jeu sur le PK avec une certaine spécialité sur le power play, qui va t'amener une certaine production. S'il se développe bien, il faut qu'il réussisse à franchir la marche, là, Liga versus
Nord-Amérique. La fameuse évaluation qui ressortait d'Ilonen, tu l'as très bien dit, c'est qu'il jouait avec un club pas très bon. Quand on regarde sur papier, les Pélicans n'étaient pas si pires que ça, mais ce qui ressortait beaucoup, c'est que il y avait plusieurs marqueurs dans le haut de la Liga au niveau des scoring leaders, mais c'est parce que leur premier trio, là, il est tout le temps sur la patinoire. Ça n'a aucun sens. Je suis en train de regarder les stats là, sur Instat. Puis le premier trio, là, c'est des noms finlandais, puis il n'y en a pas un qu'on connaît, fait que je vais m'éviter de m'enfarger dans les noms. Là. Mais leur premier trio, là, il y a 497 présences ensemble. La deuxième unité qui a été le plus utilisée, c'est celle de Ilonen, à 183 présences ensemble. Le premier trio est toujours ensemble et est toujours là. Fait que c'est normal qu'il y a des marqueurs des Pélicans qui se retrouvaient dans le haut de la ligue. Ils étaient tout le temps sur la glace. Mais en regardant les matchs, on pouvait se rendre compte que les jeux, parfois, là, c'était quasiment des ligues de garage. Là. Les passes, là, c'était intercepté, c'était décousu au bout. Puis Ilonen avait beaucoup de la difficulté à s'illustrer parce que il tentait du mieux qu'il pouvait de créer des jeux, mais les jeux ne se faisaient pas. Puis on l'a vu avec KK aussi là, dans son équipe. C'était un petit peu des situations similaires. T'as raison, Pascal, de dire que le Canadien, ça se peut qu'il ait été impliqué là-dedans. Ilonen jouait comme un joueur qui voulait pas se blesser, puis c'est tout à fait normal. Mais c'est ça, c'est dur. C'était dur d'établir sa progression est rendue où avec ses performances en Liga à cause de ces facteurs-là. Le dernier et non le moindre, on va conclure l'épisode avec Mattias Norlinder, le défenseur probablement le plus couvert après Romanov. Et pourtant, moi, c'est pas le défenseur que je préfère le plus là, dans le pipeline du Canadien. Tu sais, il a été beaucoup vendu avec des highlights, avec des très belles pièces de jeu qu'il faisait l'an dernier en deuxième division quand il était très offensif. Cette année, il y a un petit changement au niveau là, de son travail dans le sens que il essaie de progresser beaucoup il essaie beaucoup d'améliorer son jeu défensif. Puis ça paraît, il y a de l'amélioration à ce niveau-là. Mais malheureusement, Norlinder a été frappé de plusieurs blessures cette année. Il était à l'écart 2 fois. Pendant la Carriera Cup, il a été blessé au genou. Si je ne m'abuse, c'est au genou. Puis récemment, il a été blessé au quad ou à l'ischio, mais c'est une blessure à la jambe. Il a manqué 1 ou 2 matchs. Il avait manqué plusieurs matchs avant aussi. Ça fait 2-3 fois qu'il s'absente, Norlinder. Donc, quelques blessures cette année. Sa progression va bien, mais disons que c'est pas le défenseur offensif qu'on voyait dans la deuxième division. Pascal, je suis pas mal sûr que tu vas être en mesure de statuer là-dessus parce que tu l'as regardé beaucoup, beaucoup l'année dernière. Tu sais, il est en transition à SHL. Faut pas non plus capoter. Il est en apprentissage là aussi. T'sais, on parlait de Tuck qui passait de la USHL à la NCAA. Ben, Norlinder, c'est pareil. Il passe la Allsvenskan à la SHL, donc il y a une adaptation certaine. Moi, ce que j'ai remarqué beaucoup de Norlinder, c'est au niveau de sa mobilité. C'est ce qui m'avait frappé beaucoup pendant la Carriera Cup, c'est à quel point ce gars-là, il est mobile et explosif, puis il a une longue portée. Fait que souvent, il avait tendance à foncer, à pincher, comme on dit dans le bon vieux jargon. Il avait tendance à foncer vers l'adversaire, alors qu'il était dernier défenseur, mais grâce à sa mobilité et son explosivité, il était capable de rattraper les joueurs. En SHL, ça fonctionne pas tant que ça, là. Il y a un petit peu, je trouve qu'il en a perdu un peu dans sa mobilité. Est-ce que c'est ses blessures? Peut-être. Je sais pas. Je pense que oui. Je pense que ça a un impact, là. Mais côté offensif, c'est sûr qu'on a un peu moins à se mettre sous la dent. Là. C'est 5 points en 22 matchs, Norlinder, cette année. Une belle... Bonne drop. Mais, ouais, c'est une drop, mais en même temps, il change de ligue. C'est pas dramatique. Au début de l'année, non, c'est pas dramatique. L'année passée, il faisait ce qu'il veut sur la glace. Là. En Allsvenskan, il jouait à côté du gardien de but adverse quand il était en offensive, puis il était quand même le premier replié. Fait que,
il était vraiment une coche au-dessus de tout le monde. Puis c'est pour ça qu'il y avait beaucoup de comparaisons élogieuses des observateurs. Là. C'est un Lindros, il est meilleur que Edman. Tu sais, ça avait pas Lindros, mais Lidstrom, excusez. Ça avait pas de bon sens de lire ça sur le net. Mais dans SHL, ce que j'ai aimé, c'est que son entraîneur, il fait excessivement confiance. Dès le début, il jouait top 3. Il jouait tout le temps, dans le fond, son temps de jeu était autour de 20 minutes dans les trois meilleurs, dans trois plus hauts au niveau de la défensive. Il jouait contre les meilleurs éléments adverses sur le premier power play, mais la production offensive suivait pas, mais son jeu en défensive, ça allait super bien. Il a eu sa blessure, et là, ça s'est corsé. Enfin, il est revenu, il a perdu une demi-seconde au niveau de son explosion, puis de ses mouvements latéraux pour ses pivots, dans le fond, quand il passe de l'offensive vers la défensive. Puis ça a complètement changé sa façon de jouer. Dans le fond, il avait comme peur un peu de faire des erreurs, puis de se faire déborder ou bien de se ramasser qu'il fait un revirement, puis qu'il est pas capable de rattraper le joueur. Fait que je pense qu'il a perdu un peu de confiance en lui au niveau de sa manipulation de la rondelle, puis ça a complètement changé sa façon de jouer. Là, il s'est reblessé. Puis il est revenu, puis ça va un peu mieux. Là. Dans les derniers matchs, ça va mieux à ce niveau-là. Je pense qu'il a pris le temps de tout régler ses blessures. Puis il est revenu avec une... Tu sais, des fois, quand t'es blessé, tu sais, c'est la galerie de presse. Je sais pas s'il y en a une, mais peu importe. Tu regardes les matchs, puis tu vois un peu mieux ce que toi, tu faisais pas comme il faut. C'est beau, les vidéos, mais quand tu le vois live, des fois, ça t'allume des lumières. Ce gars-là, il est jeune. Il est vraiment jeune, puis c'est un excellent joueur de hockey. Il est vraiment meilleur en défensive que ce que le monde pense. Puis j'ai pas de misère à croire que ça va être un joueur pro en Amérique du Nord. La marche va être difficile à franchir là, quand il va arriver à Laval, là, parce qu'il va jouer à Laval, il jouera pas à Montréal direct, là, selon moi. Mais il a le potentiel pour. Une année de plus en SHL va être la meilleure affaire qui va y arriver, ce gars-là. L'année prochaine, je m'attends à avoir une meilleure production. Pas un point par match, mais au moins la moitié de 0.5 points par match. Là. Je m'attends à ça au moins l'année prochaine. Cette année, il faut qu'il se concentre sur rétablir sa blessure, son jeu défensif, puis ses transitions. Parce que dans Allsvenskan, c'était un gars élite au niveau la première passe, de prendre la rondelle, l'amener en offensive, puis de créer des chances en offensive. C'était un des meilleurs joueurs de l'Allsvenskan pour ça. Puis là, en SHL, il est pas capable de le faire. Il est pas encore capable de faire ça. Il est capable de monter la rondelle, mais il finit tout le temps par se faire rattraper par derrière, par un joueur, ou il reçoit la pression, puis ça va mal pour l'envoyer à Lucas Raymond, qui jouait tout le temps avec lui, qui était à la boîte un attaquant, il jouait tout le temps en même temps. Ça allait pas super bien cette année-là. Mais là, ça va un peu mieux. Je veux qu'il se concentre sur sa prise de décision, puis sur rétablir de sa blessure, puis son jeu en défensive. L'offensive, ça viendra l'année prochaine au pire, avec une année professionnelle dans le corps en Suède. Fait que moi, j'ai pas tiré pendant toute la plug dessus. Là. J'ai encore confiance en son potentiel. Mais, tu sais, mettons, Strubble puis Harris, dans ma liste de top 10, mettons, du Canadien, je pense qu'ils l'ont dépassé. Parce que je vois plus un potentiel pro chez eux en Amérique du Nord que lui sur une petite glace. Parce que des fois, il te sort des affaires en défensive. C'est comme, oh, Claude Julien, il se ramassera à l'hôpital une deuxième fois s'il voit ça, là. T'sais, on a vu des pivots, c'est comme, wow, quel jeu de Norlinder. Non, c'est pas quel jeu de Norlinder, c'est, hey, il a été chanceux, Norlinder, là. En Amérique du Nord, ça marcherait pas, ça. Là. Fait que, tu sais, il y a ça qu'il va falloir qu'il arrive. Il va falloir qu'il joue pro, dans le fond. C'est vraiment, il faut qu'il apprenne à jouer pro. Encore une fois. Comme n'importe quel espoir, là. Mais lui, en plus, il va falloir qu'il joue pro en Suède, puis après ça, pro en Amérique du Nord. Ça va être difficile, mais je pense qu'il va y arriver. Norlinder, dans mon dernier texte, je mentionnais qu'il avait peut-être frappé un mur en SHL. Puis c'est quelque chose qu'on a parfois soulevé là, dans le podcast avec Max, à quel point Norlinder serait le candidat idéal pour frapper un mur dans la Ligue américaine. Le texte que j'ai écrit, comme quoi qu'il avait frappé un mur en SHL, n'était pas une critique négative, mais plutôt quelque chose de positif. Parce que je suis pas mal plus content qu'il ait frappé son mur là-bas qu'il l'ait frappé ici. Tu sais. Ouais, surtout à cet âge-là. Exact. Tu sais, j'avais renoté beaucoup sa perte de mobilité, mais ce qui me dérangeait un peu dans le jeu de Norlinder, c'est que tu
sais, il nous a habitués d'être flashy, il nous a habitués d'être très offensifs, il nous a habitués d'être efficaces en relance. Là, présentement, en SHL, les problèmes qu'il y a dans son jeu, c'est comme la base. C'est des jeux de base. C'est ça qui me dérange un peu, tu sais. Je comprends, c'est hot d'être flashy, mais pour un défenseur, si tu veux qu'il joue pro, faut qu'il maîtrise la base pour revenir à un jeu plus flashy. Moi, c'est comme ça que je le vois. Si t'es pas capable d'appliquer la base, ça sert absolument à rien d'être flashy. Surtout quand t'es un défenseur, que là, t'arrives en SHL pis t'as de la misère à être flashy. Ça va être quoi dans la Ligue américaine? T'sais? Mais encore là, comme je le dis, c'est de manière constructive que je vois ça, qu'il ait frappé son mur en SHL. Parce que si, comme tu le soulèves, il apprend à devenir un meilleur pro là-bas, il va être prêt quand il va arriver avec le Rocket. Ce qui n'est pas présentement. Il est pas prêt. Là. Norlinder, là, 2022, gros max, même peut-être, on verra, là, mais 2022 à Laval, là, ça sera pas avant ça. Là. Ah, non, je pense pas non plus. Puis, tu sais, Joël Bouchard, quand il va le voir arriver, il va être content. Il va faire, ouf, on a du travail à faire avec ce joueur-là. Puis c'est correct. C'est comme ça qu'il va venir un pro. Exact. T'as aimé l'épisode, t'es un partisan du Canadien, partage l'épisode à tes amis qui sont aussi partisans du Canadien et qui désirent en savoir plus sur les espoirs du Canadien de Montréal. S'ils veulent en savoir plus sur les espoirs que nous avons traités dans cet épisode, partage-leur le podcast. D'ici là, abonnez-vous, joignez-vous à la discussion via le lien Discord dans la description de l'épisode et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un épisode complet du TSLH Podcast.